A violência nas ruas mudou a cara das manifestações populares. Vários projetos de lei estão em debate aqui no Congresso. O objetivo é garantir a segurança dos cidadãos. Mas como fazê-lo dentro da democracia, se até mesmo o emprego de termos como vandalismo e outros tantos são questionados? Conosco aqui no Cidadania, o sociólogo francês Michel Vieux-Viorca, diretor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, uma autoridade mundial nos temas violência e terrorismo. Seja bem-vindo, professor. Soyez bienvenue, monsieur le professeur. Merci. O senhor é um estudioso do terrorismo internacional. Diante de um evento em que o mundo estará de olhos voltados para cá, o senhor acha que o Brasil se transforma num alvo preferencial para as ameaças do terrorismo? Toujours, bien sûr. Pas forcément parce que c'est le Brésil, mais parce que tout le monde regarde l'événement. Et donc, le terrorisme a besoin des médias. Le terrorisme a besoin de frapper l'imagination dans le monde entier. C'est sa force. Et donc, quand les caméras du monde entier vont être sur les équipes de football, sur les parties, sur les matchs, évidemment, pour un acteur terroriste, c'est une opportunité. Mais bien entendu, les acteurs terroristes savent aussi qu'il y a un énorme déploiement de mesures de sécurité. Et donc, la difficulté va être beaucoup plus grande pour les terroristes. Et puis, vous savez, faire du terrorisme implique un minimum de connaissance du pays où l'on est, des réseaux, de la circulation, de la communication entre les gens, de savoir se déplacer. Et donc, un terroriste qui voudrait venir du Moyen-Orient ou même d'Europe, qui ne connaîtrait pas le Brésil, il aura beaucoup de peine à agir ici. Est-ce qu'il aura des réseaux, des contacts? Je ne crois pas, ou très difficilement. Et donc, oui, c'est intéressant pour des terroristes d'intervenir à chaud, mais non, c'est pas facile, parce qu'il n'y a ni la connaissance du pays, ni la capacité d'affronter des services de répression mondialement organisés. No ano passado, ruas e praças das grandes cidades brasileiras foram tomadas por manifestações. Em seguida, os protestos ficaram mais e mais violentos. Vem aí a Copa do Mundo, o governo e o Congresso tentam elaborar uma lei para reprimir as demonstrações sem impedir a livre manifestação. Que tipo de ação pode ser qualificada como terrorista? Il faut être très prudent. Quand des gens manifestent, même de manière violente, pour des raisons sociales, pour des raisons économiques, lorsqu'ils ont un appui populaire, lorsqu'ils ont le sentiment que leurs demandes n'ont pas été entendues par le pouvoir politique et que c'est ce qui les rend violents, alors on ne peut pas parler de terrorisme. Je crois qu'on peut parler de terrorisme lorsque des acteurs agissent coupés de la population, coupés de ceux qu'ils prétendent représenter. Lorsque des acteurs utilisent la violence comme un moyen de parvenir à des objectifs qui leur sont propres à eux, acteurs terroristes, mais pas à la population qu'ils prétendent représenter. Et donc, oui, évidemment, il faut, pour un gouvernement, imposer la loi, imposer l'ordre, éviter la violence dans les manifestations. Mais s'il y a de la violence dans les manifestations, ça n'est pas du terrorisme. Le terrorisme, c'est quand des groupes se séparent de la population et de manière secrète élaborent des stratégies pour obliger, pour tuer, pour obliger le gouvernement à reculer, mais sans lien avec la population. No livro Société et Terrorisme, o senhor se refere a 3 categorias: identidade, oposição e totalidade. De que forma essas 3 categorias se invertem, rompendo as relações sociais, de modo que aquele que era adversário se transforma em inimigo? Si vous êtes un mouvement social, un mouvement populaire, vous parlez au nom du peuple, c'est votre identité. Vous dites que vous luttez contre les patrons, le capitalisme, ou contre les pouvoirs publics. Votre adversaire, c'est les patrons, les capitalistes, les pouvoirs publics. Et enfin, le principe de totalité, c'est que vous êtes dans une relation conflictuelle, mais où, de 2 côtés de cette relation, on a l'image d'un même problème, d'un même enjeu. Si vous êtes terroriste, vous dites « je vais utiliser la terreur au nom du peuple ». C'est peut-être votre identité, mais le peuple ne vous connaît pas. Donc c'est artificiel.
Si vous êtes terroriste, vous allez dire « je vais tuer les patrons, je vais tuer le gouvernement, je vais tuer les capitalistes ». Vous voulez les éliminer, non pas être en relation avec eux, mais les faire disparaître. Et par conséquent, vous n'avez pas un adversaire social, mais un ennemi. Et enfin, votre problème n'est pas de modifier, si vous êtes terroriste, le rapport entre le mouvement populaire et les capitalistes, ou les patrons, ou l'État. Non. Votre problème n'est pas de jouer à l'intérieur de ce système. Votre problème est de détruire ce système. Et donc il n'y a pas la même vision d'un enjeu entre vous et ceux qui sont en face. Et donc le terrorisme est d'une autre nature que l'action populaire, que le mouvement social, même si dans un mouvement social, il peut y avoir des éléments de violence. É possível resumir qual a visão de mundo de terrorista? Vous savez, j'ai étudié un certain nombre de terroristes. Ce sont souvent des gens qui vivent entre eux simplement, dans une toute petite bulle. Parce qu'ils ont une existence clandestine, ils ne parlent qu'avec des gens qui leur ressemblent. Et donc ce sont des gens qui ont une vision très idéologique du monde, parce qu'ils ne sont pas en contact avec le monde réel. Ils sont entre eux, ils sont enfermés. Ils ont une vision très idéologique, parfois même très sectaire du monde. Ils ont souvent aussi une vision paranoïaque du monde. C'est-à-dire, le terroriste, c'est quelqu'un qui considère qu'il a été exclu du monde, qu'il n'a pas eu sa place, et que c'est le monde qui a tort, et qu'il faut punir en quelque sorte le monde. Et donc il y a une vision paranoïaque, et je vous en donne une expression très forte. Les auteurs des grands attentats de Ben Laden, les attentats de 2001, les fameux attentats, ces auteurs et cette famille-là de terroristes est bien connue, parce qu'on a beaucoup de documents de justice, des enregistrements, des interviews, etc. Eh bien, ces gens-là sont obsédés par l'idée qu'il y a un complot juif international pour contrôler le monde. Et donc, il y a une paranoïa, c'est les juifs qui organisent tout, ce qui est évidemment faux. Et donc, je pense que la vision qu'a un terroriste du monde, c'est une vision très singulière et une vision qui ne se heurte pas au réel. Le réel n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de parvenir à ses fins. Ainda no livro Sociedades e Terrorismo, o senhor afirma o seguinte: pode ser que na origem de movimento terrorista, independente de seus ideais, o público demonstre empatia e compreensão, reconhecendo mesmo certo grau de legitimidade et raison no uso de la violence. Oui, je vais vous prendre un exemple historique. J'ai étudié le terrorisme italien d'extrême gauche des années 70. Au début, en Italie, il y avait une grande agitation sociale, des grèves, des manifestations ouvrières, et les premières actions terroristes ont été menées au nom du mouvement ouvrier et étaient très limitées. On séquestre, enfin limité, tout est relatif. On séquestre un patron pendant quelques heures, on utilise une violence mais qui n'est pas meurtrière. Et donc au début, il y a de la compréhension. Les ouvriers qui voient que leur mouvement ne parvient pas à obtenir des résultats ont de la sympathie pour ceux qui utilisent un petit peu la violence. Et puis progressivement, les terroristes deviennent de plus en plus violents, tuent, kidnappent Aldo Moro, un grand acteur politique, et agissent d'une façon que les ouvriers ne comprennent plus. Et donc le terrorisme, c'est une sorte de spirale d'autant plus meurtrière, d'autant plus violente, que le rapport avec ceux dont on pouvait être prêt au début, ce rapport se défait. Et les ouvriers, à la fin, ne comprennent plus rien. Pourquoi est-ce qu'on va tuer des gens et mettre une bombe dans un supermarché en mon nom, au nom de la classe ouvrière? Ça devient aberrant. Aqui no Brasil, os Black Blocs são fenômeno recente. Como o senhor vê esse grupo? Et je pense qu'il faut avoir le sentiment qu'il y a différentes logiques à l'intérieur de ce que nous appelons Black Bloc. Il y a premièrement une logique qu'on peut appeler anarchiste ou libertaire. Une dimension contre l'État, contre l'ordre, contre le capitalisme, contre tout, et par conséquent, chaque fois qu'il y a une occasion, on intervient. Il y a deuxièmement, je pense, une logique de violence pour la violence. La violence, au lieu d'être simplement un instrument ou un moyen, devient une ressource qu'on mobilise pour elle-même. Je fais de la violence parce que j'aime faire de la violence.
Et donc, une logique que je pourrais appeler de jouissance dans la violence. Ça fait partie du paysage. Troisièmement, je pense qu'il y a chez les Black Blocs des éléments aussi d'idéologie qu'on pourrait appeler justicière. Les mouvements en eux-mêmes qui ne sont pas violents n'obtiendront rien. Nous sommes ceux qui allons faire la justice par la violence. Bon. Et bien entendu, ce qui est dramatique avec les Black Blocs, c'est que leur action se retourne contre le mouvement qu'ils viennent accompagner. Nous avons eu en France très récemment un petit épisode, une mobilisation à Nantes. Une mobilisation du mouvement écologiste qui voulait protester contre un projet d'ouverture d'un aéroport. Une mobilisation non violente. Et sont arrivés les fameux Black Blocs. Et le ministre Manuel Valls a dit qu'ils sont des anarchistes. Voilà. Et donc, il a eu raison. Il y a une dimension anarchiste, mais surtout, ça disqualifie le mouvement. Parce qu'au lieu que les gens disent « Ah, mais ils ont raison, les écologistes, il faut réfléchir, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un aéroport? Est-ce que ça ne va pas polluer? Est-ce que ça ne va pas introduire des nuisances ?» et ouvrir une discussion démocratique, la discussion devient « Voilà, au nom du mouvement, on casse, on détruit les magasins au centre-ville, et par conséquent, cette contestation a pour principale dimension la violence. » Et donc, vous voyez, ce sont des acteurs qui accompagnent le mouvement, qui en profitent e que le détruisent. Na sua palestra em Göttingen, o senhor falou sobre multiculturalismo, o senhor afirmou o seguinte: a violência é o contrário da capacidade de viver junto. O Brasil, marcadamente mestiço, gosta de ver a si mesmo como um país não racista. No entanto, recentemente episódios de racismo aconteceram nos campos de futebol, nos estádios. Será que nós estamos tendo uma dificuldade em reconhecer a nós próprios? Vous savez, il faut éviter les jugements trop généraux. Un pays comme le Brésil comporte des éléments de racisme, comme tous les autres pays du monde. Ça ne veut pas dire que le Brésil est un pays entièrement raciste, évidemment. Premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il faut distinguer différentes modalités de racisme. Une chose est quand des gens dans un stade poussent des cris racistes. En France ou en Italie, par exemple, à propos du football, il y a eu des matchs où des spectateurs imitaient les cris du singe chaque fois qu'un joueur noir avait la balle. Bon, là c'est du racisme archaïque, vulgaire, direct. Mais il y a des choses plus compliquées. Vous avez des situations où, parce que vous êtes de couleur noire, vous n'aurez jamais accès à l'emploi. Personne n'est raciste. Personne n'est raciste. Mais il y a un emploi qui est proposé, il sera pour un blanc, et pas pour vous. Et l'expérience se reproduira toujours de la même manière. C'est ce qu'on pourrait appeler du racisme indirect, institutionnel ou institutionnalisé. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le racisme dans un stade, c'est une chose. Le racisme qui fait qu'une partie de la population accède moins facilement qu'une autre à l'emploi, à la santé, à l'éducation pour ses enfants, etc. C'en est une autre. Et je pense que cette question est très clairement posée aujourd'hui au Brésil. Et que des gens en débattent et des gens se demandent comment corriger les injustices, les inégalités, et par conséquent essaient de les mesurer, par exemple dans des enquêtes, et ensuite essayent de faire en sorte que les politiques publiques aillent contre ce racisme. C'est une chose de lutter par conséquent contre des abrutis dans un stade qui créent des slogans racistes. C'est autre chose que de mettre en place des politiques d'affirmative action, disent les Américains, de discrimination positive, pour compenser les injustices structurelles. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs formes de racisme. Et chaque forme de racisme appelle des politiques différentes. O senhor conhece as políticas de ação afirmativas aqui do Brasil? Connaissez-vous les affirmative action au Brésil? Alors, je sais qu'en particulier dans l'université, il y a des politiques de quotas. Et donc, c'est un vrai débat. Les Français n'aiment pas beaucoup réfléchir de cette manière-là. Les Français sont très républicains, universalistes, et disent il n'y a que des individus, qui sont en théorie tous libres et égaux. C'est la formule française. En théorie. En théorie. Mais je pense que les Français ont intérêt à regarder l'expérience brésilienne.
Les quotas n'ont pas que des avantages, ils posent des problèmes, mais ils font quand même progresser. Et donc, moi je fais partie de ceux qui considèrent que l'expérience brésilienne de l'affirmative action est très importante. Elle aura évidemment des dimensions ennuyeuses qui peuvent poser problème. Peut-être qu'avec une politique de quotas, on va fabriquer une couche moyenne plus large de gens qui sinon resteraient pauvres, et que cette couche moyenne va se séparer des plus pauvres, peut-être. C'est ennuyeux. Mais dans l'ensemble, on va ouvrir l'accès, par exemple, à l'université, à des gens qui n'y accédaient pas. A tecnologia põe em xeque o humanismo? Alors vous entrez là dans un ensemble de problèmes qui me passionnent. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce que les gens appellent le numérique, les technologies digitales. Et je considère qu'il est très important de considérer que toutes ces technologies peuvent avoir des effets négatifs, mais peuvent aussi avoir des effets extrêmement positifs. Je vous en donne juste un exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, on explique certaines mobilisations en disant, grâce à ces nouvelles technologies, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le téléphone mobile, etc., eh bien les gens se mobilisent beaucoup plus. Et si on veut comprendre les révolutions qu'il y a eu dans le monde arabe et musulman, ou si on veut comprendre les mouvements de indignados en Espagne, ce genre de choses, vive la technologie. D'un côté. Mais d'un autre côté, ces nouvelles technologies peuvent servir aussi à des mouvements fascistes, à des acteurs violents. Et donc, les technologies, il faut absolument savoir que selon l'usage que l'on en fait, ça va dans un sens ou dans un autre. Mais moi, je considère qu'on ne peut pas aujourd'hui réfléchir sans voir qu'on est dans un monde numérique. Vous avez vu, au Brésil, on en a beaucoup parlé, l'affaire Snowden. C'est passionnant. C'est passionnant. Eh bien, oui, c'est une catastrophe. Vous savez maintenant qu'en utilisant votre Facebook ou votre compte Twitter, tout ça aboutit peut-être à l'administration américaine qui peut comme ça mieux comprendre comment un Brésilien réfléchit, consomme, fonctionne. C'est très angoissant. Mais d'un autre côté, la même technologie vous permet d'être en relation avec le monde entier, en interaction, vous permet de rencontrer des gens que vous n'auriez jamais rencontrés sinon, et donc d'avoir une vie peut-être plus intéressante. Eu ia perguntar ao senhor por que o senhor está no Twitter, mas não está no Facebook, mas o senhor já respondeu, né? Moi, je vais vous dire, je suis quelqu'un qui appartient à la vieille génération. Donc Facebook... Ah, moi aussi, eu também. Donc Facebook, Twitter, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Mais je me suis dit, pour comprendre mes enfants, pour comprendre la culture dans laquelle ils vivent, eh bien, il faut que je fasse comme eux. Alors j'ai ouvert un compte Twitter et je m'en sers pour annoncer que je vais écouter une conférence intéressante, que pour évoquer un article qui m'a semblé important, ou pour dire aussi ce que j'écris quand j'écris un article ou un livre. Mais je m'en sers modérément, et ça m'intéresse beaucoup parce que je regarde ce que disent les autres, j'apprends des choses. Et donc pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Ça n'est pas trop invasif. Je pense que Facebook est un petit peu plus invasif. Merci beaucoup de vous recevoir ici. Muito obrigado de ter sua presença aqui mais uma vez. Merci de votre accueil. Cidadania conversou com o sociólogo francês Michel Viviorca sobre violência e terrorismo e outros assuntos também. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 22 11 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Aí você pode baixar ou ver de novo este ou qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.